pratique mensuelle qui se déroule à peu près régulièrement le mardi. C'est une conférence d'un mode un peu particulier. Elle n'était pas prévue sous ce format. J'aurais largement préféré votre présence, faisant l'hypothèse d'échanges fructueux en temps réel. Alors le nombre de participants ainsi que ma médiocre maîtrise de l'outil m'oblige à exposer mon propos de manière, on va dire, académique, ex cathedra, en l'absence de communication en temps réel. En revanche, vous disposez dans l'application de la possibilité de poser des questions au fur et à mesure, de faire des remarques en utilisant l'onglet « Converser ». Et vous verrez sur cet onglet, on peut soit s'adresser uniquement à l'administrateur, la plupart du temps pour un problème technique, soit s'adresser à la collectivité, à l'ensemble des participants. Donc à partir de maintenant, les micros sont coupés et je vais commencer mon exposé. Alors, pour commencer l'exposé, j'ai prévu une très courte vidéo. Vous avez la première image à l'écran ici, elle dure moins d'1 minute. Donc je lance cette vidéo et à partir de cette vidéo, je commencerai mon exposé. So we move to the beautiful Jeff Koons, and we're going to open the bidding here at $40 million. At $40 million, $42 million. At $42 million, 45 is bid. At $45 million. At $45 million, $48 million. $50 million. $50 million, $55 million is bid. $57 million. Of course, $58 million. $60 million is bid. 70 is the bid. Would either of you like to give me 72? Alex has it at the moment at 70 million. 72 million. It was a no and a yes. I like that. 72 million. 73 million. 74 million. 75 million. 77 million. Yours it is, sir. 78 million. 80. Here it is at $80 million. Gentleman has it here. And 80 million. You have it, sir. $80 million. Voilà pour cette première vidéo. J'ai choisi cette vidéo pour introduire cette conférence, pour poser la question en fait de la valeur dans l'art contemporain, avec bien entendu un choix, une option en quelque sorte sur, on va dire, un artiste qui a battu le record des ventes récemment. C'était au mois de mai 2019. Alors voilà, une première vidéo pour présenter la question de la valeur dans l'art contemporain. Qu'est-ce qui aujourd'hui fait que l'art contemporain peut servir de réflexion pour, quelque sorte, peut servir notre réflexion sur la valeur de l'art? C'est la question que je me pose en fin de compte sur l'opportunité de s'intéresser d'abord à l'art contemporain, premièrement à cette partie de l'art. Nous verrons au fur et à mesure de l'exposé à la fois que l'art contemporain a des spécificités qui nous permettent de réfléchir de manière assez originale sur la question de la valeur, mais qu'en même temps, l'art contemporain nous renvoie d'une certaine manière aux caractéristiques de notre société. Alors la valeur, c'est une question centrale chez les économistes. Ils se posent cette question depuis que, on va dire, la pensée économique est à l'œuvre. On a plusieurs paradigmes qui convergent vers cette réflexion-là. Essentiellement, on a 2 grands paradigmes en économie qui traitent de la valeur. Tout d'abord, ce qu'on a appelé la pensée néoclassique qui naît au XIXe siècle et qui aborde la question de la valeur sous la forme de l'utilité.
a de la valeur tout ce qui a de l'utilité, c'est-à-dire tout ce qui satisfait un besoin. Et donc, par exemple, un manteau de fourrure peut avoir de la valeur au pôle Nord, mais ne pas en avoir à l'équateur. Ce qui veut dire, en fin de compte, que chacun, en fonction de l'utilité qu'il trouve dans ces objets, leur attribue plus ou moins de valeur. Deuxième grand paradigme qui est en concurrence avec ce premier, c'est le paradigme qui est lié à la dépense d'énergie, c'est-à-dire à de la valeur tout ce qui a demandé, en fin de compte, du travail. C'est ce que l'on appelle la valeur travail. Et on va retrouver ici plutôt des économistes classiques, économistes du XVIIIe siècle et du XIXe siècle, qui considèrent que ce qui fait la valeur, c'est la dépense de travail qui a permis de fabriquer ces objets. Alors, on pourra se demander, bien entendu, lequel de ces paradigmes est le plus efficace pour comprendre la valeur dans l'art contemporain. On s'apercevra assez rapidement que c'est très insuffisant, en fin de compte, pour expliquer la valeur des œuvres d'art, que de se référer à ces seuls paradigmes. Alors, j'ai un papier quand même. D'habitude, j'ai jamais, mais là, j'ai un papier parce que en fin de compte, je suis confronté à quelque chose d'assez nouveau. Au lieu de voir vos visages, je vois mon écran et c'est un peu parfois déroutant. Donc, j'ai une sorte de guide pour organiser cette conférence. Alors, avant de proposer une problématique, je voudrais avec vous déjà cerner le sujet et s'interroger sur qu'est-ce que j'entends par art contemporain, et qu'est-ce qu'on peut entendre également par valeur ici dans l'art contemporain. En quelque sorte, donc cerner le sujet va nous amener à expliciter de quoi on parle. Alors tout d'abord, je fais un choix qui est là aussi sûrement discutable. Je vais m'intéresser aux beaux-arts, c'est-à-dire à l'ensemble ici de ce qui est constitué par, bien sûr, la peinture, qui constitue la majorité des œuvres considérées comme étant les beaux-arts, la sculpture, le dessin, la photographie, bien sûr, la vidéo, l'estampe, et enfin, ce que l'on désigne de manière assez générale par les installations. Vous voyez qu'en fait, il y a déjà ici une grande différence entre des éléments qui sont très éphémères, les installations, qui se transportent parfois difficilement, qui se stockent difficilement aussi, d'autres éléments qui se stockent parfaitement bien et qui traversent le temps, et puis aussi des éléments qui, dans leurs caractéristiques, sont sujets à la multiplication, la photographie, l'estampe en particulier, la sculpture aussi. Alors, l'art contemporain, tout ce qui est contemporain, comment peut-on le désigner, le qualifier? D'abord, c'est un label. Je le vois comme ça. Une labellisation d'une production artistique. Je le vois également comme un nouvel académisme. Qu'est-ce qui pourrait le décrire? Alors, j'ai fait une petite liste. D'abord, ce sont des activités ou des œuvres qui ne sont pas répétitives. Donc, qui échappent également à la routine. Là, plus près peut-être de la définition encore, ce sont des œuvres originales. Je crois qu'il y a une sorte de convention d'originalité dans l'art contemporain. Se distinguer, s'écarter d'une norme. Et bien entendu, ce qui est un petit peu le sommet de cette originalité, ici, l'aspect transgressif de l'art contemporain. C'est presque une exigence aujourd'hui d'avoir, pour bénéficier de ce label, de rechercher tout ce qui peut être transgressif. Et enfin, puisque c'est transgressif, la nécessité pour comprendre l'art contemporain
si tant est qu'on doive le comprendre d'ailleurs, comprendre l'art contemporain, la nécessité de comprendre la démarche de l'artiste ou des artistes, et donc de bénéficier d'un accompagnement. Dès lors qu'on transgresse, dès lors qu'on est dans l'originalité, le public est toujours mis en difficulté par rapport à ça, c'est-à-dire cherche à savoir ce qu'on lui raconte, cherche à comprendre. Alors, bien entendu, on pourra, s'il y a débat, aller plus loin dans cette recherche de la définition. Alors, la question de la valeur, maintenant. Qu'est-ce que je vais utiliser, enfin, qu'est-ce qu'on entend par valeur ici? Moi, je ne me suis pas trop cassé la tête, en fin de compte. Après beaucoup de recherches, je me suis dit, ben, il y en a deux. Et elles sont en tension, ces deux définitions. D'abord, il y a la valeur artistique. Qu'est-ce qui fait la valeur artistique? Comment accéder à la valeur artistique? Comment accéder à ce statut? Et puis, bien sûr, la valeur économique. Les deux éléments ici sont des éléments, ces deux composantes sont en tension l'une par rapport à l'autre. Et c'est justement à partir de là que je vais essayer de problématiser mon propos, c'est-à-dire qu'est-ce que je cherche à démontrer au cours de cette conférence. Alors, je tenterai d'abord de montrer que la valeur économique ne peut se déterminer de façon autonome. C'est-à-dire, il n'y a pas ici d'autonomie complète, d'indépendance de la valeur économique de l'œuvre d'art. Ce qui conduit les économistes à multiplier les paradigmes, à multiplier les modèles pour essayer d'expliquer ce qui fait qu'une valeur atteint un prix, comme on a pu le voir tout à l'heure dans la vidéo. Cette limite du modèle économique, et notamment du modèle de marché, a montré que la valeur artistique vient en quelque sorte au secours de la valeur économique pour en être en quelque sorte constitutive. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de valeur économique sans valeur artistique. Et on pourrait presque renverser la proposition. Il n'y a pas de valeur artistique sans valeur économique aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le cadre, le contexte de l'art contemporain, on est vraiment dans cet échange permanent entre valeur artistique et valeur économique. Et d'ailleurs, on va trouver presque les mêmes acteurs là-dedans. Donc, je vais essayer de démontrer ça. Ensuite, bien entendu, ça va être assez insatisfaisant, cette démonstration, car je crois que peut-être le but de la conférence, c'est essayer de se poser la question de savoir quelle est la place de l'art dans la société contemporaine. Et quand je dis société contemporaine, je parle de la société capitaliste. Donc voilà en quelque sorte un peu mon propos. On va démarrer par une interrogation sur comment accéder à la valeur artistique, puis ensuite comment accéder à la valeur économique. On va voir que les deux se combinent pour donner la valeur. Je ferai l'hypothèse que la valeur se traduit dans notre société par des prix, et un débat chez les économistes aussi. Et puis ensuite, on basculera sous forme un petit peu de conclusion vers une réflexion concernant la place de l'art dans la société. C'est là où on s'interrogera sur l'opportunité d'avoir parlé d'art contemporain. Est-ce que ça vaut uniquement pour l'art contemporain ou pas? Et pour conclure ce premier propos, j'ai volontairement exclu la littérature, la danse, la musique, qui pourtant, si on parle de danse contemporaine, de musique contemporaine, et on pourra s'interroger justement sur l'opportunité de mettre tout l'art dans ce même sac en tant que production d'une société à un moment donné. Donc, premier point ici, comment accéder à la valeur artistique. Tout d'abord, je crois que ça c'est fondamental, et pour avoir reçu les mails des uns et des autres, je sais que parmi ceux qui écoutent, il y a pas mal d'artistes.
je crois que ce qui fait qu'on est un artiste, ce qui fait que notre propos, notre production est une production artistique à un moment donné, c'est la reconnaissance des pairs. Alors, j'ai cherché comment illustrer ça, et en fait, j'ai trouvé cet élément-là. Voilà une page Facebook. Ici, on est sur la page Facebook d'un truc qui s'appelle Peintre de Catalogne Nord. Et je vais avec vous ici faire un peu de lecture rapidement. Créé pour présenter l'art pictural contemporain roussillonnais, la page Peintre de Catalogne Nord a plus de 2300 adhérents et des dizaines de milliers de participants du monde entier. Nous avons sollicité les peintres les plus reconnus et la plupart nous permettent de dévoiler au quotidien leur œuvre et leur image. Leur nombre augmente lentement par cooptation. C'est un travail spécialisé et bénévole, exercé, etc. Ici, on est dans le cadre tout à fait de la définition, en fin de compte, d'une valeur artistique, la détermination d'une valeur artistique par le biais d'un travail de cooptation et de communication. Si je fais partie de ce groupe des peintres de Catalogne Nord, ça veut dire que j'ai été reconnu comme étant digne de participer à ce petit groupe et donc d'être catalogué comme un artiste, notamment un peintre ici. On voit bien également, on reviendra peut-être sur cet exemple, on voit bien la nécessité d'un certain protectionnisme ici. On n'est pas dans la communauté des peintres, on est dans la communauté des peintres de Catalogne Nord. Donc on est globalement dans les Pyrénées-Orientales, dans le Roussillon, enfin bref, le Val-Espire peut-être. Bref, on est ici dans une tentative pour un groupe d'être reconnu comme tel. Donc tout d'abord et principalement, pour être artiste et pour que la production soit une production artistique, il faut qu'elle soit reconnue par des alter ego, qu'elle soit cooptée comme telle. Et d'ailleurs, pour quand même fréquenter depuis de longues années beaucoup de producteurs qui portent le nom d'artistes, ils sont en permanence à la recherche de cette cooptation et parfois à des niveaux géographiques, institutionnels très différents. On aura l'occasion d'y revenir. Ensuite, ce qui fait que l'on accède à la valeur artistique, c'est tout un tas d'éléments que j'appelle des éléments institutionnels. Alors, pour la sociologie contemporaine, l'institution, c'est ce qui détermine les règles. Instituer, c'est donner des règles. Voilà pourquoi on appelait ces professeurs des instituteurs, parce que leur boulot était essentiellement de codifier, de régler, de respecter les règles également. Donc tout ce qui fournit des règles dans un environnement social donné peut être qualifié d'institution. Alors dans le monde de l'art, j'en ai peut-être oublié, mais au premier rang des institutions, d'abord les académies, de tout temps. En photographie, l'École nationale supérieure de la photographie d'Arles, et il y en a bien d'autres, les académies des beaux-arts fournissent en quelque sorte un sceau qui permet de dire, bien voilà, cette personne est passée dans nos rangs et elle mérite l'appellation d'artiste puisqu'elle a appris en quelque sorte les grands éléments qui composent le travail d'un artiste. Les musées, bien entendu, institutions, puisqu'ils sont chargés à la fois de diffuser, de conserver, selon des règles très précises. Par exemple, en France, la règle qui empêche d'aliéner les biens, voilà, ce genre de choses auxquelles on pourrait faire référence. Les galeries, qui jouent un rôle important, qui jouent un rôle en quelque sorte de premier plan, après les pairs. Les médias, ici j'ai donné la première page d'un magazine
magazine des Beaux-Arts. Quand on feuillette ce type de magazine, on a présenté le travail d'artiste. MDA, la Maison des artistes, institution, là encore, on trouve dans ce monde-là, dans le monde des artistes, dans le monde des expositions, des exigences en particulier, est considéré comme artiste, puisqu'il faut faire le tri, bien entendu, celui ou celle qui adhère et recensé comme tel dans le monde des assurances, etc. Bien, fiscalement reconnu comme artiste. Puis ensuite, à un autre niveau, les services de l'État, de la région, qui, à travers des institutions aujourd'hui reconnues, le Fonds national d'art contemporain, le Fonds régional d'art contemporain, j'aurais pu rajouter les DRAC, les directions nationales ou régionales d'art contemporain, qui contribuent justement à cataloguer et à attribuer des labels. Ensuite, dernière liste ici, comment accéder à ce label d'artiste? Eh bien, le rôle que jouent les critiques, les marchands, les collectionneurs, ça c'est pas neuf, bien entendu, les publics, ils sont ici nombreux, on aura l'occasion d'y revenir. Alors, ils fonctionnent aussi à côté, dessus, dessous, derrière les artistes. Ils sont une sorte d'environnement institutionnel aussi. Parfois, ils participent aux institutions que nous avons citées préalablement. Et ils ont parfois plusieurs casquettes. Peut-être des organisateurs d'expositions. Les marchands, bien entendu, sont considérés comme les pivots aussi de la question de la valeur, puisque c'est ce qui nous occupe aujourd'hui. Donc voilà pour ce qui est... Voilà, pardon, je suis allé un peu trop vite. Voilà pour ce qui est de l'accès à la condition d'artiste et à la condition de la valeur artistique. C'est, en fin de compte, de passer par toutes ces institutions qui vont accepter en quelque sorte, coopter les artistes et les œuvres en définissant en quelque sorte leur statut de valeur artistique. Je pense que Marcel Duchamp, à travers son travail il y a un siècle, n'a pas dit autre chose en quelque sorte. Une œuvre a une valeur artistique dès lors qu'on la place dans un contexte qui lui confère cet attribut. Passons maintenant à la valeur économique. Comment accéder à la valeur économique? Je tourne les feuilles de mon papier, que je regarde de moins en moins, mais quand même qui me sert. Alors, un moment, je pense que la valeur économique, il serait dommage de ne pas faire un petit point sur ce qu'il en est aujourd'hui dans ce monde un peu glorieux de l'art contemporain. Je vous propose ici de faire un petit détour par la revue ArtPrice. Ce sont les chiffres de 2018-2019, de la saison précédente. Et je vais carrément ouvrir le rapport annuel ArtPrice. Donc, le voilà, ce rapport annuel. Vous pourrez tout à fait le consulter en tapant artprice.com. Vous trouverez une quantité d'informations. Certains le font peut-être régulièrement. Donc, je vais insister pendant quelques minutes sur, on va dire, ces éléments d'illustration de la valeur économique. Donc, déjà, ce qui m'intéresse, moi, c'est les éléments de langage. Rien que sur la page d'accueil, on sait qu'on s'adresse à un leader mondial en matière d'information sur le marché.
Je reviendrai sur cette question de l'information sur le marché parce que, aux yeux des économistes, la perfection de l'information qui circule sur le marché est primordiale pour faire en sorte que le marché soit un régulateur, un outil performant, notamment pour mettre en relation les offreurs et les demandeurs et faire en sorte que les utilités soient les mieux valorisées. Donc, le site ArtPrice est un site d'enchères, c'est un marché. Et voilà, l'introduction, on n'ira pas beaucoup plus loin, hein, l'introduction qui donne les chiffres clés, je les ai surlignés pour que vous puissiez rapidement les repérer. Je vais avec vous en faire quelques éléments de lecture. Donc, un chiffre d'affaires qui approche les 2 milliards. Il a un petit peu baissé depuis quelques années, mais très peu. Les 2/3 du marché, les États-Unis d'abord, l'Asie ensuite. C'est un marché qui accueille de plus en plus d'œuvres, de plus en plus d'artistes, pratiquement doublé en 10 ans. C'est un marché de records. Tout à l'heure, la vidéo qui a initié la conférence s'appuyait là-dessus. Jeff Koons, 91 millions de dollars. Vous aurez peut-être remarqué que dans la vidéo, on s'arrête à 80 millions de dollars, alors qu'ici, il est noté 91 millions de dollars. Bien entendu, c'est la commission qui va avec, hein, la commission de chez Christie's qui représente pour cette valeur-là, la commission qui prend en compte la fiscalité, etc., les taxes qui vont avec. Mais enfin, il y a 11 millions de dollars qui ne vont pas aux vendeurs. Christie's qui détient les records, Sotheby's qui, lui, détient la première place en matière de chiffre d'affaires. Peu de femmes, 4 femmes dans le top 100. Très intéressant, la ligne qui suit, c'est que la moitié des œuvres qui sont vendues à moins de 1 000 euros et seulement 3% des œuvres, hein, le sommet de la pyramide, qui dépasse 100 000 euros. Un taux d'invendu qui est assez stable. C'est vrai que je l'ai vérifié sur plusieurs années, c'est toujours autour de 40%. Et surtout, ce qui est très important ici, c'est que sur une année, l'indice des prix, donc vous voyez que le marché de l'art tient un indice, c'est ArtPrice d'ailleurs qui l'établit, un indice des prix, comme il y a des indices des prix à la consommation, à la construction, etc. Il y a un indice des prix de l'art contemporain, lequel, lui, a connu pour l'année 2018-2019 une augmentation de 22%. Autant dire que c'est l'augmentation la plus forte de tous les actifs, pour parler comme les économistes, de tous les actifs qui sont aujourd'hui recensés à travers les indices de prix. Je vais un petit peu dérouler, mais peu parce que ça fait un peu vomir, hein, toutes ces pages qui défilent là. Donc, déjà, hein, l'art contemporain dans cette affaire, c'est 15% de l'ensemble de ce qui se vend ici. Vous voyez quand même que ce qui domine, et on s'en rend compte assez facilement, ce qui domine dans la vente, c'est l'art moderne et l'art d'après-guerre. Les records, je passe là-dessus assez rapidement. Intéressant pour voir ici comment, entre 1989 et 2019, on a battu des records, mais surtout dans la période la plus récente, les années 2010, où on passe globalement en 89, 2007, c'est toujours Jeff Koons ici en 2007, avec une œuvre vendue à 23 millions de dollars. Quelques années plus tard, une douzaine d'années plus tard, le même Jeff Koons vend le petit lapin que j'ai présenté tout à l'heure dans la vidéo à 91 millions de dollars. On a ici, bien entendu, des peintres. On a essentiellement des peintres. Alors bon, les artistes les plus demandés, bien entendu, on voit, puisqu'on s'intéresse à Jeff Koons,
on voit que Jeff Koons n'est pas celui qui vend le plus d'œuvres, mais celui qui les vend le mieux. Mais là encore, c'est assez discutable parce que Jeff Koons fait des multiples et vend des multiples pas très chers, enfin, relativement peu chers, alors qu'il vend des pièces comme celles qu'on a vues tout à l'heure à plus de 90 millions de dollars. On trouve également le régional de l'étape, un petit Français, Robert Combas, qui lui, vous remarquerez, avec le premier de la liste ici, a un chiffre d'affaires quand même relativement modeste. Robert Combas, dont on reparlera tout à l'heure, avec un chiffre d'affaires de 5 millions d'euros pour la période. Et je conclurai avec ici, j'ai parlé des beaux-arts tout à l'heure, vous voyez combien la peinture occupe une place importante et combien la photographie, elle, est vraiment réduite. C'est avec l'estampe la part la plus faible de cet ensemble. Donc, je vous laisserai consulter ce document parce qu'il est passionnant, ici. Et je reviens sur mon diaporama. Donc, voilà quelques chiffres clés. Alors, j'ai choisi, bien entendu, de me focaliser sur ce qui brille, sur ce qui est en haut de la pyramide. Et peut-être pourrons-nous ensuite utiliser ces réflexions pour d'autres segments de l'art contemporain. Alors, tout d'abord, la question de la valeur économique, on va l'aborder à travers plusieurs prismes. Tout d'abord, un prisme comptable. Je sais que Florence nous écoute, elle sera ravie d'avoir une réflexion comptable. Tout d'abord, et c'est ce qu'on pense en premier lieu, tout d'abord, le produit qui sort de l'atelier ne possède pas un contenu économique intrinsèque qui lui donnerait automatiquement une valeur. Alors, quel pourrait être ce contenu économique intrinsèque, on va dire, inhérent au produit lui-même? Bien la quantité de travail qu'il a fallu pour l'élaborer. Mais également, alors, je parle de travail vivant, alors ça peut interroger certains. Chez les marxistes, on distingue travail vivant et travail mort. Pour Marx, le travail vivant, c'est le travail qui est à l'œuvre. Le travail mort, c'est le travail qui est intégré dans les moyens de production, les machines, les logiciels, etc. Donc, lorsque vous traitez une photographie sur un logiciel type Photoshop, par exemple, vous avez du travail vivant, le vôtre, mais également du travail mort, c'est-à-dire le capital que représente l'outil de production qui est Photoshop. Et ensuite, la matière première, les consommations intermédiaires, disent les comptables, c'est-à-dire le matériel, l'électricité, le carburant que vous avez mis dans votre voiture pour vous déplacer sur un lieu particulier, etc., lié à votre activité. La fonte pour les sculptures, bon, bref. Donc, on part de cette première idée que l'œuvre d'art n'a pas en elle-même, de manière autonome et intrinsèque, une valeur qui permettrait de dire on la met sur le marché et voilà le prix. Parce que, comme on pourrait le faire un plombier, un épicier, un médecin, etc., on n'a pas ici de définition propre. Le médecin, on lui dit, vous faites un acte, ça vous coûtera tant, vous pouvez le qualifier de cette manière-là et vous aurez donc votre chiffre d'affaires. Ici, ce n'est pas le cas. Donc, deuxième approche, qui celle-là est bien entendu très importante dans le monde de l'économie, c'est l'approche en termes de marché, c'est-à-dire d'offres et de demandes. Alors, la référence que l'on a au marché, c'est un marché de concurrence pure et parfaite, c'est un marché standard dans lequel, en fait, les offreurs et les demandeurs obtiennent parfaitement satisfaction. Tous ceux qui cherchent à vendre des quantités à un prix donné obtiennent satisfaction. Tous ceux qui cherchent à acheter des quantités à un prix donné obtiennent satisfaction aussi. Ce modèle-là est un modèle particulièrement limité et les économistes
ont beaucoup avancé depuis ce modèle. Donc, en quoi l'offre et la demande nous offrent un modèle pour penser le marché de l'art contemporain. Alors, malgré ces limites, on a quand même ici, on rentre un petit peu dans le vif du raisonnement économique, on a quand même des outils. Tout d'abord, les économistes ont pensé, non pas le marché, mais ont pensé de plus en plus souvent des marchés segmentés, c'est-à-dire qu'il faut imaginer que nous n'avons pas affaire à un marché, mais à une multitude de marchés de l'art. Cette multitude, ces segments différents, ont des caractéristiques qu'on appelle des élasticités. L'élasticité, c'est le rapport entre la variation du prix et la variation de la demande, entre la variation des revenus de celui qui achète et la variation de l'offre. Donc, élasticité prix, élasticité revenu, on va voir qu'il y a des marchés où les comportements des acheteurs ne sont pas les mêmes en fonction des prix et en fonction des revenus de ces acheteurs. Alors, comment illustrer en quelque sorte cette segmentation du marché de l'art? Alors, je ne dis pas art contemporain, je dis marché de l'art. Pourquoi? Parce que je vais commencer par ce qui n'est pas de l'art contemporain. C'est ce que l'on appelle, c'est Bourdieu qui a beaucoup écrit là-dessus, le marché des chromos. Ce qu'on appelle les chromos, ce sont des œuvres où le côté décoratif l'emporte sur le côté créatif. On est sur du répétitif, il n'y a pas de renouvellement, il n'y a pas de transgression. Et en fait, on est sur un marché qui est très concurrentiel. Les produits sont substituables. Une image, enfin 3 images en fait. Voilà le type même de la chromo. Ici, le clocher de l'église de Collioure, décliné par 3 peintres. Alors, concurrentiel et substituable, on se rapproche énormément ici du modèle standard du marché, c'est-à-dire que pour le client, en quelque sorte, acheter le premier, le second, le troisième ne constitue pas une vraie différence. Il n'y a pas forcément de débat autour de ça. Ce qui va permettre de distinguer les œuvres entre elles, c'est leur prix. C'est essentiellement leur prix. Et quand on est dans ce contexte de la chromo, où en fin de compte, les œuvres sont interchangeables, alors bien sûr, joue la dimension, joue la personnalité de celui qui vend. Bon, bien sûr, il y a des petits détails là-dessus, mais qu'on retrouve dans le commerce habituel aussi. Le fait que ça soit très concurrentiel et que les produits soient substituables, bien entendu, ça pousse ce marché à pratiquer des prix assez faibles. Dans la théorie économique, la pire des situations dans laquelle se trouve une entreprise, c'est la concurrence. Tout chef d'entreprise cherche à éliminer la concurrence, bien entendu. Soit en se distinguant, soit en avalant les concurrents. Alors ici, ce n'est pas le cas. Ici, on n'est pas dans des offres publiques d'achat ou d'échange, on n'est pas ici dans la concentration économique, on est au contraire dans la concurrence, où ce qui va distinguer les œuvres, c'est c'est le prix. Le client va aller, à œuvre équivalente, va aller vers le prix le plus intéressant. Donc obligatoirement, les prix ont tendance à rester faibles. Alors, je cite ça alors qu'on n'est pas du tout dans l'art contemporain ici, mais ça va nous servir de référence. Deuxième segment du marché, ce que habituellement on appelle le marché hors légitimation. Alors ça, c'est un marché gigantesque, à l'échelle locale, nationale, régionale, nationale, mondiale. C'est un marché où justement les œuvres qui sont produites et les producteurs n'ont pas encore été reconnus ou suffisamment reconnus. C'est un marché où alors le prix augmente avec l'ancienneté parce que ceux qui ont
de la ténacité, cherchent à se faire reconnaître, cherchent à exposer leurs œuvres, cherchent à rentrer dans des réseaux et bien souvent, en vieillissant, ils parviennent à une certaine reconnaissance, à une certaine légitimité, mais souvent très tardive et relativement modeste. Parfois, la mort leur donne un statut supplémentaire, mais c'est quand même assez rare. J'ai pris un exemple d'un peintre qui était un ami en même temps, ici, Michel Nourri, qui est décédé en 2014, donc avec une sorte de production artistique proche de l'art brut, proche des œuvres de Basquiat, etc., donc qui était dans cette logique-là. Lorsqu'il est décédé en 2014, sa famille a essayé d'exposer, de créer des événements autour de ses œuvres. Et bon, on est quand même contraint de dire que la vente a été difficile et ils ont rarement réussi à faire reconnaître post-mortem l'œuvre de Michel Nourri. Donc on est là dans un segment, lui aussi très concurrentiel, parce que les artistes essayent de rentrer dans des courants pour être reconnus. Hein, l'exemple que je viens de citer, peintre de paysage, aquarelliste. Dans la photographie, on a également ces mêmes types de courants entre tous ceux qui se caractérisent par la photographie de reportage, mais qui cherchent à acquérir le label de photographie contemporaine. Bref, les photographies de paysage, de portraits, bien, on a tout un tas de courants qui se définissent, mais ça reste très concurrentiel. Ça reste très concurrentiel, et notamment pour être reconnu. Entre ces artistes qui sont hors légitimité, le gros enjeu, c'est être reconnu, être exposé. Troisième segment de marché, en quelque sorte, c'est l'étage supérieur de cette fusée, c'est le marché d'une avant-garde médiatisée. C'est-à-dire lorsque les producteurs sont parvenus à attirer l'attention des institutions dont on parlait tout à l'heure. J'ai choisi deux images. Ceux qui sont coutumiers de l'opéra Berlioz à Montpellier doivent connaître cette œuvre de Robert Combas, qui représente Berlioz et qui est située en haut de la porte principale de l'opéra Berlioz à Montpellier. Qui est né en 57. Claude, tu peux peut-être vérifier. Pardon? Il y a un micro qui faisait du bruit, non? Ça s'est arrêté. Je ne sais pas qui. Okay. Il y a Daniel Rouanet, le seul qui est allumé. Alors j'éteins pour voir. Bien. Donc, je reviens sur ce segment, le marché de l'avant-garde médiatisé. Donc, Robert Combas, l'auteur de cette œuvre, c'est quelqu'un qui est né en 57, qui est reconnu maintenant depuis fort longtemps. On l'a vu tout à l'heure dans la liste des artistes, c'est quelqu'un qui fait 5 millions de chiffres d'affaires au cours de la dernière saison. Voilà pour ici un exemple de cette avant-garde médiatisée. Ici, une œuvre que les photographes reconnaîtront, je crois que c'est Gursky. Lui aussi, avant-garde médiatisée qui a marqué son temps. Alors, caractéristique, contrairement à tout ce qui précède, la concurrence se réduit. C'est-à-dire qu'on sort d'un marché concurrentiel où c'est le prix qui fait la différence. Là, ce qui va distinguer les artistes les uns par rapport aux autres, c'est la relative rareté de leurs œuvres, qui est d'ailleurs orchestrée par les galeries et les artistes eux-mêmes,
Et c'est aussi le fait qu'ils sont beaucoup moins nombreux. On va dire qu'ils sont dans une situation, pour parler comme les économistes, oligopolistique, c'est-à-dire ils sont quelques-uns dans ce segment à se partager ce marché de l'avant-garde médiatisé. Par contre, c'est un marché instable, c'est-à-dire que les œuvres ne sont pas encore totalement consacrées. Donc un marché instable qui favorise la spéculation. Celui qui achète l'œuvre, qui commence à avoir un certain prix, qui est coûteuse, se pose la question de savoir si il fait une bonne affaire. Alors, par rapport à cela, j'ai bien sûr, donc marché instable parce qu'il dépend des stratégies des offreurs, donc des artistes, des galeristes, et des stratégies des demandeurs, c'est-à-dire des clients, des collectionneurs. J'ai relevé ici dans le magazine Challenge cette réflexion du directeur de la foire de Bâle, qui est la foire peut-être la plus importante au monde en matière d'art contemporain. Je m'intéresserai surtout à la deuxième partie du raisonnement. Donc la progression de certaines cotes d'artistes a de quoi faire tourner la tête ici. Voilà, on montre que beaucoup d'œuvres ont connu de fortes progressions. L'article date de 2012. Et donc, depuis 2000, l'indice des 100 premières œuvres classifiées chez ArtPrice a augmenté de 360%. Donc, ici, une multiplication importante. Alors qu'au même moment, l'indice Standard & Poor's 500 américain, c'est-à-dire l'indice des 500 premières valeurs sur la bourse de New York, n'augmentait lui que de 75%. Donc, ce qui m'intéresse surtout, c'est cette dernière phrase. On risque de participer, comme sur les marchés financiers, à la création d'une véritable bulle spéculative. 80% des artistes qui se vendent bien aujourd'hui seront invendables dans les 20 ans qui viennent. Et donc, bien entendu, cette partie-là du segment, c'est la partie la plus instable, mais celle sur laquelle on peut perdre beaucoup d'argent, des œuvres qui ne se vendront plus, qui vont quitter le marché, et peut-être aussi des œuvres qui vont connaître la gloire. D'ailleurs, les collectionneurs qui sont des stratèges en matière de valorisation des œuvres, quand ils prennent un courant de l'art contemporain, achètent pratiquement toutes les œuvres ou les plus importantes de plusieurs artistes en se disant que dans le temps, il y en a bien un qui va sortir. Mais on va voir que ça ne se passe pas aussi simplement que ça quand même. Donc, ce segment de l'art émergent, médiatisé, est un segment assez instable. Puis on arrive au dernier segment, celui du marché des œuvres consacrées. Bon, celui-là, c'est celui que les médias valorisent le plus. Là, on se situe déjà hors galerie ou presque. Quelques galeries peut-être détiennent des œuvres importantes, mais c'est de plus en plus rare. On quitte carrément le marché et la concurrence. On quitte même le domaine du producteur. Chaque œuvre constitue un marché. C'est-à-dire qu'on est capable de dire cette œuvre-là, elle s'est vendue il y a 20 ans à tel prix, dans telle circonstance, dans telle galerie, dans telle salle de vente. Aujourd'hui, elle est à nouveau mise à la vente. Et les salles de vente ici jouent un rôle très important. Donc j'ai illustré ça avec une œuvre de Basquiat qui a aussi battu des records. J'ai placé aussi cette image-là parce que je la mets en relation avec Michel Loury, cet artiste hors légitimation tout à l'heure que je montrais, parce que comme ça, à travers deux photographies des œuvres, on voit une certaine proximité, mais ils ne jouent pas dans le même cours. Dans ce segment-là, l'art et la finance sont associés, on va dire, fonctionnent de manière quasi mimétique.
Et j'utilise le terme à dessein. Là aussi, j'ai donné une illustration. C'est le patron de BlackRock, dont on a beaucoup parlé pendant le début de la première phase de Covid, Lawrence Fink, qui dit la chose suivante: les deux plus grandes réserves de richesse mondiale aujourd'hui sont l'art contemporain et les appartements à Manhattan. Il y a une étude qui serait intéressante à réaliser, qui est de mettre en relation, je crois que ça a sûrement dû être fait déjà, mettre en relation la finance, l'évolution des valeurs de la finance, des actifs financiers et l'évolution des œuvres d'art. On se rendrait compte d'une part que le marché de l'art contemporain progresse plus vite que les actifs financiers habituels, hors grande vague de spéculation, mais quand même, ça reste vrai quoi qu'il advienne, et que l'art contemporain, comme l'immobilier, est une valeur refuge, c'est-à-dire dans les périodes que nous traversons, on a, c'est-à-dire des périodes de grande spéculation financière depuis maintenant le milieu des années 90, l'art contemporain est venu comme un supplétif en quelque sorte, est venu se substituer à certains actifs trop fragiles. Lorsque une bulle spéculative financière s'écroule, eh bien on voit parallèlement s'envoler les prix de l'art contemporain. Il y a des liquidités dans le monde, ces liquidités cherchent des placements valorisants, des placements sûrs, et ce sont les œuvres consacrées, bien entendu, qui récupèrent ces fortunes en quelque sorte. En même temps, les salles des ventes contribuent largement. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, j'ai dit une bêtise. Les salles des ventes contribuent largement à cette opération. Alors, je continue toujours à présenter le marché. On est entre les chromos qui sont très sensibles au prix et les œuvres consacrées qui, elles, ne sont pas du tout sensibles au prix, ou du moins la relation entre l'achat et le prix, entre la demande et le prix, s'est inversée. En quelque sorte, pour les dernières, on a ce que les économistes appellent un effet Veblen. La demande est plus forte lorsque le prix est élevé. Ça vaut pour tous les produits de luxe. La hausse du prix d'un produit peut le rendre davantage désirable et le faire rentrer dans des catégories de biens de luxe dont la possession traduit un rang social. Et là, on quitte l'économie pour entrer dans l'analyse sociologique, dans les bourdieuseries habituelles concernant la distinction et l'usage de la consommation pour se distinguer. Donc on voit bien un marché parfaitement segmenté, et là on a donné les segments les plus gros, et une segmentation qui en même temps se croise avec d'autres formes de segmentation locale, régionale, nationale, mondiale. On pourrait reproduire en quelque sorte partiellement le schéma que nous venons de présenter à l'échelle locale, régionale, nationale et mondiale. Alors on le voit, pour les économistes parviennent ici à donner quelques clés pour expliquer la valeur des œuvres d'art contemporain. Alors, ce qu'on peut conclure ici, c'est que ici, la valeur est liée au statut de l'artiste. Et bien entendu, il faut se poser la question de savoir comment on accède progressivement ou directement à la consécration. Le marché de lui-même ne fournit pas en quelque sorte ces segments de manière limpide et naturelle. Ces segments, en fin de compte, sont produits par ce que j'appelle des instances de légitimation et qui vont contribuer à déterminer la valeur. Je le disais au début de l'exposé,
en fin de compte, c'est là où l'accès à la valeur artistique et l'accès à la valeur économique se combinent pour donner la valeur, en définitive, que l'on connaît. Alors, ce qui est très important dans ces instances de légitimation, c'est de comprendre qu'elles fonctionnent en réseau. Je pense que ceux qui m'écoutent parmi vous doivent bien comprendre la nécessité d'intégrer, notamment les artistes, d'intégrer des réseaux pour bénéficier de ces instances de légitimation. Et notamment, ici, des réseaux qui établissent par convention la valeur et des institutions qui définissent les règles qui composent cette valeur. Au premier rang, les galeries. On les retrouve ici. C'est au premier rang, hein, elles sont au front en quelque sorte. Ce sont elles qui vont trouver les artistes. C'est elles qui, en ayant déjà quelques artistes sur leur catalogue, vont rencontrer d'autres artistes qu'elles vont greffer, associer à leur catalogue et créer de la nouveauté et du renouvellement. Ces galeries protègent en quelque sorte les artistes du marché. Elles jouent le rôle d'interface. C'est elles également qui établissent les prix avec les artistes, hein, qui établissent les règles, qui définissent les prix. Tel artiste, 1 cm² de tel artiste, ça vaut tant. Plus le tableau est grand, plus la photo est grande, etc., plus vous payez cher. Puis bien entendu, les galeries, ce sont elles qui prennent les premiers risques, c'est-à-dire que si le choix n'a pas été conforme aux attentes du public, et on s'interrogera sur ce que c'est que le public, parce que ça encore c'est compliqué, je ne l'aborde pas, mais je pense que c'est quand même assez compliqué. Si le public ne répond pas, eh bien, on remerciera l'artiste, on cessera de le promotionner. Ensuite, dans ce réseau d'instances de légitimation viennent les pouvoirs publics, qui jouent un rôle fondamental. On en a parlé, les fonds d'art contemporain, toutes les sommes qui contribuent au soutien à la création. Ici, à Lumière d'encre, encore hier, nous parlions de ça, avec des élus de la région, du département, et avec les techniciens de la DRAC. Voilà. Ce qu'on attend également d'une galerie comme Lumière d'encre, c'est que son activité contribue à soutenir la création des artistes à travers les expositions, à travers les résidences, etc. Les pouvoirs publics qui jouent un rôle sur les prix, ça c'est pas nouveau, hein, bien entendu. Depuis la Renaissance, on a ce rôle-là. Mais là aussi, en soutenant la création, les pouvoirs publics parviennent également à définir la valeur des œuvres et avec les galeries qui disposent des œuvres, négocient, se mettent en réseau pour justement définir la valeur. Et surtout, les pouvoirs publics définissent les modes, les tendances. Qu'est-ce qui est devant, hein, qu'est-ce qui fait la tendance à un moment donné. Bien entendu, ils sont aussi sur le devant de la scène, les mécènes et les collectionneurs. Alors, il est évident qu'en France, on est très bien placé pour parler de cette catégorie d'instances de légitimation. Bernard Arnault, propriétaire de la 3e salle de vente, Philips. Ici, François Pinault, propriétaire de Christie's, dont on a vu les images au tout début de la conférence. Et je vous conseille ici cet article de 2015 du Monde. Donc c'est Challenge, je pensais que c'était le Monde, c'est Challenge. L'art devient une valeur refuge en temps de crise. Et non, ce n'était pas cet article que je voulais vous montrer. Voilà, c'était bien l'article du Monde, un article qui date de 2015, ici, sur François Pinault, Bernard Arnault, duel aux enchères, avec cette image de la course, avec une œuvre de Jeff Koons ici représentée.
Et puis derrière, Dior, Kenzo, Gucci, Saint-Laurent. Intéressant parce qu'on reviendra un petit peu sur cette référence. Donc ici, des mécènes, des collectionneurs, et on vient de le voir, propriétaires de salles de vente. Voilà, j'ai tiré ça d'Art Price, les salles de vente, les 10 premières salles de vente. Voilà, européennes, anglaises. D'ailleurs, pour ça que la place de Londres reste une place importante, alors que la France représente 3% du chiffre d'affaires de l'art contemporain. Londres représente quelques 25%. Essentiellement parce qu'on y trouve ici des maisons de vente qui font du chiffre d'affaires et qui est recensé comme du chiffre d'affaires britannique. Puis ensuite, bien la Chine, la Corée, bien entendu l'Asie, avec son développement économique, a également concouru à créer des salles de vente et à les développer. En matière de réseau, j'ai cherché longtemps cet exemple, je ne savais pas comment le présenter, et j'ai Jean-Jacques Aliagon, ça vous parle peut-être. Je suis allé chercher sur Wikipédia sa fiche. Né le 2 octobre 1946, bon, ça on s'en moque un peu, mais surtout, dirigeant d'institutions culturelles, donc au pluriel, ancien ministre de la Culture et de la Communication, sous les deux gouvernements Raffarin et sous la présidence de Chirac. Mais surtout, ce qui est important, c'est ce qui suit. Directeur des affaires culturelles de la mairie de Paris, président du Centre Pompidou, ministre de la Culture, on vient de le dire. Il quitte le gouvernement en 2004. Il assure la présidence de TV5, peu importe. Et ensuite, il est nommé en 2007 président de l'établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles. Il y restera jusqu'en 2011. Puis ensuite, en 2013, il y restera jusqu'en 2011, date à laquelle il rejoindra François Pinault, tout en étant président quelques mois du musée des arts décoratifs. Et il restera il est toujours depuis le conseiller de François Pinault en matière d'activité artistique et culturelle. J'ai trouvé que ce personnage était peut-être la synthèse de ce que j'appelle le réseau des instances de légitimation. C'est sous, je crois, sa direction, sa présidence du château de Versailles, que Jeff Koons a exposé là-bas, en sachant que Jeff Koons fait partie des artistes qui sont reconnus, collectionnés, etc., par François Pinault. Voilà, on arrive ici un peu au terme de ce que les économistes sont capables, les sociologues sont capables de nous dire concernant le marché de l'art contemporain, marché segmenté, dont la valeur n'est pas que, en fin de compte, liée au marché, à l'offre et à la demande, mais la valeur est également liée à des institutions, à des conventions, à des effets de mode également, et où, en fin de compte, rien ne nous est dit sur la relation que notre société entretient avec l'art. Et je voudrais maintenant, il est 19h, conclure là-dessus. La valeur de l'art contemporain nous renvoie de manière quasi naturelle à notre société, une société capitaliste, on va en parler un tout petit peu quand même. Cet art dans la société capitaliste, qu'est-ce que ça veut dire que de parler de l'art dans la société capitaliste? En quoi l'art contemporain nous parle de la société capitaliste, mais également en quoi cette société nous parle de ce qu'est l'art contemporain et peut-être toutes les formes d'art. On vit dans une société où l'excellence
est reconnu à travers l'argent. Contrairement à d'autres époques, à d'autres époques de l'histoire humaine, tout ce qui fait l'excellence doit être accumulé. Si l'excellence, c'est la relation avec le divin, il faut accumuler les prières, il faut accumuler les dons à la religion, à l'Église, etc. Ça marche bien, ça, si vous voulez. Si vous allez à l'Église, vous pouvez le montrer, quoi. Le problème de l'accumulation de l'argent, c'est que c'est assez vulgaire et qu'on n'a aucun intérêt à montrer à montrer l'argent que l'on a. On ne se trimballe pas avec son compte en banque en bandoulière ou imprimé ou tatoué sur le bras gauche. Donc, dès lors qu'on est dans une société où l'excellence est avant tout liée à l'accumulation de l'argent, il faut trouver le moyen, non vulgaire en quelque sorte, de montrer cette excellence. Donc on a besoin de sublimer cette réussite économique, cette accumulation de richesses matérielles. On a besoin de sublimer cet argent à travers des symboles. Donc on a besoin d'objets admirables qui symbolisent cette excellence. Et bien entendu, l'art fait partie de ces objets admirables qui traduisent l'excellence. L'art aussi a la vertu de rendre excellents des insignifiants, c'est-à-dire des producteurs, des travailleurs. Lorsqu'ils fabriquent de l'art, et que cet art-là est reconnu par toutes les instances de légitimation, leur donner également le statut d'excellent. Donc, dans cette première étape de cette conclusion, il y a un besoin de légitimer ces objets admirables, il y a besoin d'un discours. Et je sais que Florence Grippon est dans les parages, donc je m'adresse un petit peu aussi à elle. Eh bien, on a besoin d'histoire des arts qui vient légitimer, dire voilà, ça c'est de l'art moderne, ça c'est de l'art contemporain, ça c'est tel courant, ça c'est tel artiste. Voilà, il y a des programmes à l'école qui disent ça, dans les académies également. On a toute une classification et un archivage, tout un discours qui vient légitimer ces objets admirables. Alors, qu'est-ce que ça fait pour les artistes, cette histoire ? Eh bien, on est dans une société où l'artiste devient une marque de luxe. Vous l'aurez remarqué, je pense, notamment avec l'importance de la griffe. L'œuvre de Basquiat, l'œuvre de Jeff Koons. Récemment, je crois que c'était dimanche, j'ai croisé, je crois que c'est Véro Pellissier qui nous écoute d'ailleurs, et elle me disait, mais j'ai un petit travail de toi, mais tu n'as pas signé. Et je lui disais, oui, c'est signé, mais c'est signé de manière assez modeste et discrète. Et donc, ici, l'importance de la griffe s'accompagne de l'importance de la signature. D'ailleurs, certains artistes ne signent leurs œuvres que dès le moment où elles sont vendues. Bien entendu, l'industrie du luxe, tout à l'heure on avait un petit dessin dans le journal Le Monde qui traduisait ça, l'artiste, l'œuvre d'art cohabitent aujourd'hui de manière quasi quotidienne avec l'industrie du luxe. Si vous allez, lorsque donc François Pinault c'est Christie's, mais on a, je crois, Bernard Arnault avec la Fondation Louis Vuitton qui a créé aux portes de Paris un lieu qui s'appelle la Fondation Louis Vuitton qui justement glorifie, sublime l'art contemporain. Et donc on a ici un artiste qui est considéré de manière un peu exagérée peut-être dans mon propos ici, mais de façon divine. C'est un créateur. Et on est dans le divin, on est dans l'excellence, et on s'éloigne bien entendu des basses couches, on s'éloigne de l'insignifiance. Et puis, dernier élément de mon propos, cette question, qu'est-ce qui fait qu'on a de l'art dans la société capitaliste? Qu'est-ce qui fait que, en fin de compte, la société capitaliste produit de l'art?
et vous aurez remarqué que je ne parle plus en contemporain, c'est que l'art est désormais complètement intégré, et peut-être n'a-t-il toujours été ainsi, mais l'art est complètement intégré dans le processus de production du capital. Le capital au sens de rapport social, hein, au sens marxiste du terme. Donc l'art rentre dans les rapports de production, c'est-à-dire des rapports de propriété, qui possède, des rapports de répartition, qui a les revenus pour acheter. Ça, c'est un élément très important, rapport de propriété, rapport de répartition et rapport de pouvoir, qui décide ici. Alors en France, c'est un peu particulier parce qu'on a l'État ici qui joue un rôle, ou du moins qui a joué un rôle important et qui partage le pouvoir avec d'autres institutions privées. Donc l'artiste ne devient productif au sens de production d'art ici que dans la mesure où il travaille au service du capitaliste, que dans la mesure où il parvient à transformer l'argent en marchandise artistique, laquelle se retransforme en argent, où A' est bien entendu supérieur à A. Où la différence entre A' et A, c'est la plus-value, c'est-à-dire le gain que le marchand peut faire justement en achetant et en vendant ses œuvres. Alors voilà, je dirais que bien souvent on commence poète et on finit marchand parce que pour être reconnu comme tel, pour être reconnu comme poète, il faut aussi être un poète marchand. Et quand je dis que, en fin de compte, l'artiste n'existe que dans la mesure où il est productif au sens que la société donne à ce terme, c'est parce que l'artiste, pour accéder à la valeur, pour que ses œuvres accèdent à la valeur, il faut qu'il soit aliéné. Aliéné au sens marxiste aussi du terme, c'est-à-dire que l'artiste dépend des moyens de production que mettent à sa disposition les marchands, que mettent à sa disposition ceux qui détiennent le capital. Heureusement, ce n'est pas la conclusion, et le dernier mot de l'affaire. Dans le capitalisme, pour revenir sur des propos qui ont été ceux de Walter Benjamin à un moment donné, le capitalisme retire à l'art sa valeur d'éternité, son mystère, son aura. Je crois qu'on a beaucoup insisté sur la multiplication des œuvres qui élimine l'aura des œuvres, mais je crois que ce n'est pas vraiment ça le propos de Walter Benjamin, c'est de dire, dans des sociétés qui sont des sociétés de type fordiste, en quelque sorte, où il faut multiplier, démultiplier, eh bien, le capitalisme, qui est une sorte de système très performant dans cette multiplication, prive l'œuvre d'art de son éternité parce qu'elle la transforme en marchandise. Donc, dernier mot, une pratique artistique libérée ne peut s'opérer que dans un engagement radical contre les valeurs du capital, ici, c'est-à-dire contre ces valeurs d'aliénation, en quelque sorte. Et d'ailleurs, l'histoire de l'art, et peut-être c'est ce qui caractérise le côté transgressif de l'art, c'est toujours d'essayer d'échapper à cette aliénation, de créer des espaces, des champs qui sont toujours nouveaux et sur lesquels l'artiste pense récupérer du pouvoir, en quelque sorte. Je pense souvent à Miles Davis, qui a passé sa vie à transgresser la musique qu'il jouait, notamment en allant vers des formes toujours nouvelles pour échapper en quelque sorte à la domination des Blancs, qui récupéraient sa musique et en faisaient une marchandise. Il a fini, bien sûr, en étant excellent, lui aussi, c'est-à-dire récupéré par l'ensemble de la société productrice ici. Voilà, c'était ma conclusion. Je vais quitter le partage d'écran pour revenir vers vous. Voilà, je vous remercie pour votre écoute silencieuse, mais elle était imposée. Hein. Donc, voilà. Merci Robert. Je
pense qu'on peut ouvrir la discussion. Alors, on va essayer de se débrouiller. Je ne sais pas trop comment. C'est la première fois qu'on commence ça. Je vais rallumer les micros. Enfin, je veux vous laisser l'opportunité de rallumer vos micros. Si vous avez envie de poser une question, c'est à vous. Peut-être d'abord vous interroger sur la façon dont vous avez perçu le raisonnement, quelles sont ses lacunes, quels sont les éléments qui vous ont intéressé, sur lesquels il vous en manque, etc. Alors, moi j'ai trouvé que c'était une vision un peu triste, malgré tout, de l'art. Mais je pense que tu n'as pas tout à fait tort. On n'est toujours pas sorti de l'œuvre de Duchamp, de la célèbre fontaine de Duchamp, qui a bien démontré que n'importe quel objet peut devenir une œuvre d'art suivant le lieu qui le légitime, que ce soit le lieu ou que ce soit l'institution de ce lieu, quoi. Il y avait un livre, j'avais lu un livre il y a quelques années où on montrait comment les grandes galeries travaillaient finalement de concert avec les musées, leur but étant, quand elles ont un cheval sur lequel elles ont parié, un artiste sur lequel elles ont parié, le but étant de faire augmenter sa valeur. Et en France, où l'institution est très importante, alors maintenant, l'institution n'est pas forcément la plus importante, puisque avec Bernard Arnault et Pinault, ils ont tendance à prendre ce rôle-là, mais où l'institution, la galerie, avait comme objectif de faire acheter par l'institution, par le musée, pour donner de la valeur à son artiste, qui était reconnu donc par l'institution. Et c'est que le rôle des galeries était de faire rentrer les artistes dans les musées pour qu'ils prennent de la valeur. Mais Claude, tu as entièrement raison. Par exemple, si on prend Lumière d'encre, le fait que Sébastien Camboulive ait travaillé en tant que résident cette année à Céret, lorsqu'on a eu l'opportunité de proposer au musée d'art moderne de Céret d'exposer Sébastien dans les murs du musée rénové et étendu, pour nous, ça a été un plus, et pour l'artiste aussi. On est tous dans cette catégorie-là. Si on regarde Odile à chaque exposition estivale du musée, Odile essayait de présenter des artistes qui étaient en relation avec l'exposition. Donc, ce réseau-là, cette collaboration, elle est à tous les niveaux. Ce n'est pas uniquement chez Bernard Arnault, etc. Y compris dans notre quotidien ici à Lumière d'encre, on a ces raisonnements-là, parce qu'on sait que ça va donner de la valeur. Et on sait que les artistes, bien entendu, doivent payer leur loyer comme tout le monde, rembourser leur crédit, etc. Donc c'est très important pour nous qui soutenons la création artistique d'aller aussi dans cette direction. On est prisonniers de ça. Mais je pense que mon travail ça a été en fin de compte un travail qui a été complètement refondu, parce qu'au départ, je m'intéressais uniquement au marché, mais peu à peu, je me suis dit, c'est quand même l'occasion de faire valoir une idée que je fais mienne depuis longtemps, c'est que aujourd'hui, ce que l'on appelle l'art, parce que c'est vrai que de l'art, on l'a à toutes les sauces, tout le monde parle d'art, on en a plein la bouche, mais de prendre conscience que ce qui est catalogué ainsi, c'est vraiment quelque chose de très particulier lié au type de société dans laquelle on est. Et peut-être que l'artiste qui recherche la liberté, parce que la liberté, c'est quand même une sorte de matière première de l'artiste. L'artiste qui recherche de la liberté, lui, il devrait normalement ne pas tomber dans ce chaos du marché, quoi. Parce que là, il est ballotté, au bout d'un moment, il n'est plus lui-même, hein, il perd beaucoup. Hein. Heureusement, on est en France avec un système public quand même qui protège. On l'a vu encore ces derniers temps. Enfin, c'est complexe. Peut-être que l'art, c'est l'art sans le marché. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se rend compte que ce qui fait
Une œuvre qui a énormément de valeur n'a plus de prix. Tu peux parler? Oui, Ouais. oui. Ah, vas-y. J'ai des questions. J'ai pas compris dans ta conclusion. Donc, ton petit 1, c'est l'excellence par l'argent. Et là, tu parles du fait que l'art a la vertu de rendre excellents des insignifiants. Alors, Et est-ce que tu pourrais donner un exemple? Parce que je ne sais pas à quoi j'arrive pas à... non, je fais référence au travail d'un économiste local, d'ailleurs, ici, il habite Perpignan, qui, plutôt que de raisonner en termes de classe sociale, raisonne en termes de insignifiance et excellence. En quelque sorte, notre société serait, on pourrait distinguer les individus selon une graduation, bien entendu, mais selon deux catégories. D'un côté, ceux qui sont insignifiants, ceux dont on ne parle jamais, et ceux qui sont excellents, ceux qui, justement, on va dire, font parler d'eux par leur richesse, par leurs compétences, par la façon dont ils sont présents dans les médias, etc. Et donc, l'artiste, lorsqu'il démarre, lui, c'est un insignifiant. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui bosse, qui produit dans son coin, au fond de son atelier. Et le fait qu'à un moment donné, son œuvre soit reconnue, émerge et soit valorisée par le système de production capitaliste, le rend d'un seul coup excellent, au sens de en haut de l'affiche. Donc, en fin de compte, si vous voulez, le système de production capitaliste, il se saisit du travail de l'artiste et il en fait un collaborateur, assidu d'ailleurs, pour justement justifier ce système-là. Regardez, tout le monde cherche à être excellent, bien entendu, tout le monde voudrait être excellent, tout le monde voudrait être riche et célèbre. L'artiste peut devenir riche et célèbre grâce à son art, mais en le soumettant aux règles du système capitaliste, c'est-à-dire de la production légitimée par les rapports de production. Je t'invite à lire le message justement dans la continuité de ce que tu dis, peut-être pour y répondre en partie de Laurette Bretéché. Merci, intéressant, mais la réussite et la reconnaissance ne sont pas les objectifs de tous les artistes. Qu'en est-il du marché de l'art extérieur à l'excellence et à la réussite? J'aurais tendance à dire que ce marché, par expérience, parce que je pense que je me reconnais beaucoup là-dedans, par expérience, ce marché est un marché qui existe, qui n'existe plus, qui est à portée limitée. Comment vivent les artistes qui ne sont pas reconnus ou qui sont en voie de reconnaissance? Moi, j'aurais tendance à dire que soit ils ont une grosse fortune au début et puis ils finissent avec une petite, soit ils sont accompagnés, ils ont une famille, ils ont un métier à côté qui leur permet de garder de la liberté, de ne pas poursuivre des objectifs de reconnaissance, mais de faire un vrai travail juste, en quelque sorte. Mais je ne sais pas s'il y a beaucoup d'artistes qui sont dans cette logique-là. Je crois qu'il y a des artistes qui ont fait le choix de rentrer dans ce système. Enfin, je ne sais même pas si c'est un choix. D'une certaine manière, l'artiste, il n'est pas différent du travailleur et de l'ouvrier, enfin de l'ouvrier, du travailleur habituel. Il n'a pas le choix. Je veux dire, il ne peut pas choisir de ne pas rentrer dans le système, ou alors il va crever de faim. Donc, la seule façon de survivre, c'est de vendre sa force de travail, c'est de vendre ses œuvres. Ou alors, de toute façon, on s'exploite soi-même. Le gars qui dit, ben moi, je suis fonctionnaire de l'éducation nationale et je fais l'art qui me plaît, et après tout, je le donne à mes amis, ou je le vends pas cher, ou je le vends pas du tout, ou je l'expose même pas. En fait, au sens marxiste, il s'exploite lui-même.
il va bosser tous les jours devant ses élèves pour pouvoir financer sa création artistique. Ou alors, on exploite son conjoint ou sa famille. Quand on regarde l'histoire de nombreux artistes, quand même, on se rend compte que soit ils ont vécu dans une misère crade, soit ils ont émergé, soit ils ont été soutenus. Toulouse-Lautrec. On a eu les deux avant d'émerger. Tu sauves personne. Moi, je ne sauve personne là-dedans. Je pense que, par contre, ma conclusion, elle n'est pas négative. C'est que l'art qui mérite ce nom-là, en quelque sorte, c'est celui qui est transgressif, qui va au combat et qui, tout en étant conscient de son aliénation, cherche à en échapper. Je crois que c'est ça, peut-être la voie. Un art de combat. Un art de combat. Ida? Même les peintres de la Renaissance, même les peintres des premiers temps de la Renaissance qui faisaient encore des œuvres religieuses, lorsqu'on lit leurs œuvres, il y a des éléments de combat dedans. Ida, oui. Ouais, on peut penser à Duchamp, mais on peut penser à Banksy, là, récemment, qui coupe son œuvre en direct dans la salle des ventes. Et finalement, ça n'en a que plus de valeur. Donc, en fait, il dit merde à tout le monde, mais son acte est encore plus valorisé au final. Donc, et puis, on se demande aussi, les gars qui font, l'autre qui fait son chien en ballon de baudruche, là, le foutage de gueule, jusqu'à quand, jusqu'à quel point, il se fout tellement de la gueule de tout le monde, finalement, j'ai l'impression, que finalement, ça en a encore plus de valeur, quoi. Bien sûr. Et lorsque je suis en train de rechercher la vidéo, parce que j'ai la vidéo de Banksy ici, hein, je suis en train de la chercher, je ne sais pas si je vais y arriver, mais Banksy, lorsque chez Christie's, il vend son œuvre, c'est la petite fille qui tient un cœur, etc. Ici, au moment de la vente, lorsque le commissaire-priseur tape sur la table, à ce moment-là, l'œuvre se détruit. Hein. Il passe dans un système qui va la découper en lanières. Et d'ailleurs, Banksy a produit la vidéo montrant comment il avait fabriqué la caisse dans laquelle il y a le système à déclenchement à distance qui permet de détruire l'œuvre. Il a posté cette vidéo. Et là, on pourrait s'interroger. Banksy, il est dedans, il est dehors. Moi, je dirais qu'il est dans les deux cas, hein, ici. Hein. Quand il va sur les quais de Seine vendre ses œuvres à 25 €, personne ne le connaît, il est assis sur un trottoir et il vend ses œuvres à 25 € et les gens lui achètent des trucs qui valent peut-être des centaines de milliers de dollars. Voilà, qu'est-ce qu'il fait? Il est dedans, il est dehors, c'est un art de combat. Et en même temps, cet art de combat, il est tellement transgressif que le système s'en saisit. Il se peut que l'œuvre découpée en lanière de Banksy, si on la remet à la vente, découpée telle qu'elle est, vaudra beaucoup plus que l'œuvre entière. Parce que c'est un événement transgressif et c'est l'art contemporain par excellence. C'est toute la force du système capitaliste, hein, que tu... Être au service du marchand, de l'homme aux écus. Être au service du marchand. Je crois que c'est ça. Mais c'est vrai que ça ne fait pas plaisir. Mais moi, je ne suis pas en train de dire que c'est mal. Je dis, on est tous là-dedans. On est tous là-dedans. Tous ceux qui ont essayé de produire quelque chose qui ressemble de près ou de loin à une œuvre d'art ont tous à un moment donné rêvé d'être exposés, d'être vendus, etc. Puis au bout d'un moment, on se rend compte que ce n'est pas comme ça que ça marche. Et donc, je trouve que moi, je rencontre de plus en plus d'artistes qui sont très lucides là-dessus et qui sont capables de
diffuser leur travail, de le confronter. Voilà. Aujourd'hui, on a des moyens de présenter son travail qui sont beaucoup plus faciles. Je pense aux réseaux sociaux. Je vois Pascal là à l'écran et je me dis, ben voilà, Pascal régulièrement, il publie, il rappelle, il montre son travail. Voilà, ça doit peut-être, je ne sais pas, peut en parler de la façon dont lui, il diffuse son travail. Pareil. Vous m'entendez? Oui. Ouais. Oui, bonsoir à tous. Bon, moi j'adhère aux propos qui ont été développés. Hein. Je le trouve d'autant plus pertinent si on les situe si on les remet dans le temps des années 80, je dirais aux années 2010. Il me semble que depuis une dizaine d'années, à la fois ça se confirme et ça s'infirme. Ça se confirme dans le sens où ça a été abordé, mais peut-être pas suffisamment, sur l'importance depuis quelques années des foires d'art contemporain, qui, au détriment d'ailleurs des galeries, des galeries en province n'en existe quasiment plus, même celles à Paris, mis à part les grosses, le métier de galeriste impliqué souffre. Donc ça confirme pleinement ces propos, effectivement, un système de foire qui maîtrise complètement le marché du monde de l'art. Ça accrédite aussi le fait que le collectionneur, en achetant une œuvre dans une foire à Paris, brillera certainement plus en société que s'il avait acheté cette œuvre chez un petit galeriste à Toulouse, à Perpignan ou à Céret. Après, moi je pense également, c'est vrai que tu l'as évoqué à travers les réseaux sociaux, mais aussi des initiatives privées, sur une petite échelle, comme Lumière d'encre, que ce soit par exemple à Perpignan le FILAF, que ce soit par exemple aussi à Galeriste, qui est une espèce de salon foire à Paris, mais qui assure la promotion de jeunes galeries. On sort un peu aussi, ça infirme un peu ces propos-là, et d'autres voix, moi je pense que d'autres voix peuvent être prises. Voilà. Donc je suis à la fois perplexe, effectivement, on est encore dans ce champ-là, mais je garde espoir que l'art puisse se montrer d'une autre manière et que tout le monde puisse s'exprimer. Alors c'est toujours pareil, on manque de recul, on est en plein dans le contemporain de nous-mêmes, quoi. Donc, qu'est-ce que sera l'art demain? Quels seront les artistes qu'on retiendra d'aujourd'hui? Personne n'est en mesure de le dire. Mais c'est vrai que tout va plus vite, tout s'accélère. Phénomène de globalisation, il y a des artistes merveilleux, à mon avis, qui produisent à l'autre bout de la planète. Ces artistes-là sont peut-être inconnus aujourd'hui, ou certains le sont et le demeureront. On n'en sait rien, en fait. Moi, j'ai un sentiment d'être un petit peu perdu dans tout ça, quoi. Voilà. Comment identifier, comment clarifier, Mais bon, ça fait l'intérêt de notre époque aussi. Donc, il y a des avantages et des inconvénients, pour conclure, quoi. Ce que j'en pense. Et merci pour la conférence. Merci Pascal. Oui, le rôle des foires est déterminant, mais on retrouve ici les foires comme elles étaient au Moyen-Âge. Les foires de Champagne, par exemple, qui réunissaient les producteurs de soieries, les producteurs qui allaient chercher, les marchands qui allaient chercher des soieries, des épices en Chine, etc. Là, les foires aujourd'hui jouent ce rôle de marché international. Voilà. On est ici dans le marché mondial, le marché international qui dépasse. En fin de compte, ces foires, elles sont là pour légitimer. Je crois qu'elles sont là pour légitimer, vraiment, quoi. C'est un outil supplémentaire de légitimation. Parce que les salles de vente, elles fonctionnent. On se dit, oulala, 91 millions de dollars pour une œuvre, ok. Mais lorsque le commissaire-priseur dit 40 millions, 50 millions, etc., il arrive un moment, on ne le sait pas ça, mais il arrive un moment où il a rempli son contrat en termes de commissaire-priseur, parce que quand le propriétaire de l'œuvre de Kunz, lequel met à la vente l'œuvre de Kunz chez Christie's, en fait, il négocie déjà à l'avance
un prix plancher. C'est-à-dire que Christie's lui dit, ton œuvre, tu l'as achetée 25 millions de dollars il y a 10 ans. Nous, on te garantit 40 millions de dollars aujourd'hui. Et donc, tout le boulot. Donc, ça veut dire que si personne n'en veut de cette œuvre, Christie's va lâcher 40 millions de dollars. Ça, c'est dans le contrat. Et donc, le commissaire-priseur, quand il voit passer la barre des 40 millions de dollars dans les enchères, il dit c'est bon, c'est gagné. C'est gagné pour tout le monde. C'est gagné pour le vendeur, c'est gagné pour la salle de vente. Et c'est gagné pour l'acheteur parce qu'il est content d'avoir une œuvre. Et voilà, donc ici. Et on le voit dans certains, moi j'ai regardé pas mal de vidéos chez Christie's, le même commissaire-priseur dit au même barbu qui remporte l'enchère au moment de la vidéo, il lui dit « Give me 5, donne-moi 5 de plus ». Il lui dit à lui, mais devant tout le monde, il lui dit « Donne-moi 5 de plus ». Parce qu'il sait qu'il y a quelqu'un qui va renchérir par-dessus et ça fait monter le niveau. « Give me 5 ». C'est extraordinaire ça. Et ils se connaissent tous, ils s'appellent par leur prénom, ils se connaissent tous, etc. Donc, alors, ce système-là, c'est le système qui domine, qui brille, dont on parle beaucoup. Mais je crois que là où on se sent, et moi j'ai bien entendu, et je partage complètement ton opinion, on est perdu là-dedans, quoi. Si tu as un tant soit peu l'ambition de faire œuvre d'art, qu'est-ce que ça veut dire en fin de compte? Qu'est-ce que ça veut dire? Le sens qu'on donne à ce travail-là, peut-être que c'est à chacun de trouver, voilà, de trouver son sens. Après, moi je suis complètement d'accord qu'il y a des voies alternatives, mais comme partout dans la société capitaliste, les AMAP, les trucs, on sort du business des supermarchés, etc. On va dans les coopératives, on va dans les associations, on essaye de créer des espaces de respiration en dehors du système qui accapare tout. Voilà. Et quand on vend un truc, on est content. Bon, la plupart du temps, on le vend aux copains, quoi. Bon, quand on a beaucoup d'amis, c'est bien. Mais bon, les réseaux sociaux sont là. Et puis après, il y en a qui percent parce qu'ils ont peut-être que la valeur artistique est peut-être plus importante que je ne l'ai laissé montrer dans l'exposé. Ce qui a vraiment de la valeur, ça sort. Bon, souvent, il faut sortir les rames. Hein. Ida, hein. Il faut sortir les pagaies des fois hein, pour aller chercher la valeur, quoi. Pour la légitimer, pour chercher les instances de légitimation. Moi, ce qui m'a fait réfléchir de cette façon-là, c'est en fait le travail qu'on fait à Lumière d'encre. On est tout petit, on est associatif, on existe plus ou moins, on a des ambitions, mais on se rend compte au fur et à mesure, depuis 12 ans, que les photographes qui passent dans la galerie, d'abord ils le disent, ils s'en glorifient d'une certaine manière, et ça leur ouvre d'autres portes. Donc peut-être qu'il existe en effet, comme tu dis Pascal, des poches d'air, comme ça, où on respire un peu mieux. Et où on peut faire, où la valeur, peut-être que la valeur intrinsèque, s'il y en a une, émerge davantage. Pour continuer dans ce que tu dis, je pense qu'on est effectivement, à notre niveau, une instance de légitimation, sauf que nous, on n'est pas dans le marché. Donc, et on ne s'adresse pas forcément aux gens qui sont déjà dans le grand marché. Et je dis souvent que nous sommes les supplétifs des pouvoirs publics, et notamment de la DRAC, c'est-à-dire que par nous passe l'argent sous forme de subvention que l'on redonne aux artistes, et nous, on a notre rôle de choisir et de donner la chance à des travaux que l'on trouve intéressants. Mais on est là, on est dans le bas. Alors, je suis en train de lire Laurette Bretéché qui dit le souci plutôt que l'argent directement, n'est-il pas la recherche acharnée, la recherche acharnée de reconnaissance. On en a tous besoin de ça.
Mais peut-être que l'artiste, il en a encore plus besoin que les autres, quoi. Parce qu'il a un ego qui est un peu différent. Si tu n'as pas d'ego, tu ne fais pas de l'art, quoi. Mais je sais pas. On est content quand il y a quelqu'un qui s'intéresse de près ou de loin à notre travail. On est ravis. On balance une image sur les réseaux sociaux et que on a 15 likes, voilà, on est content. Voilà. Mais parce que ça flatte notre ego, quoi. Je veux dire. Bon, moi, je suis content d'avoir des gens qui ont écouté ma conférence. Enfin, voilà, c'est juste ça, quoi. C'est juste de la reconnaissance et de l'ego. Voilà. Non, ça peut être aussi le plaisir de partager. Ça peut être aussi le plaisir du partage. Et c'est là où on sort du système, le partage. Quand tu dis, ça te plaît, prends-le. Si quelqu'un veut intervenir encore. Bon appétit, Gilles. Ou bien on peut terminer sur cette vision positive du plaisir du partage. C'est quand même quelque chose qui nous meut beaucoup à lumière d'encre. Donc, Ida, si tu veux. Moi, j'aimerais poser une question. Attends, il y a Ida qui veut. Je l'ai mis dans la discussion là, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas forcément qu'un désir de reconnaissance. Je pense que c'est aussi un sentiment d'avoir quelque chose à dire et d'avoir envie de le partager. Oui. Moi, j'ai aussi cette impression, pour aller dans ton sens, quelque chose à dire et quelque chose à faire aussi. C'est-à-dire que dès lors que tu crées quelque chose qui n'a jamais été créé auparavant, tu ajoutes au monde quelque chose qui n'existait pas avant, toi tu l'as créé. Il y a une sorte d'ajout. Tu apportes au monde quelque chose. Alors, c'est vrai ou c'est faux, j'en sais rien, mais en tout cas, tu as ce sentiment-là, de dire, bien moi j'ai fait ça. Puis après, il y a le sentiment aussi de s'inscrire dans des logiques, de s'inscrire dans des écoles, de s'inscrire dans des sensibilités. Moi, je pense beaucoup au travail de Jean-Claude Lin, voilà, qui évolue en plus et qui fait que, en s'inscrivant dans une logique, en s'inscrivant dans une école, en s'inscrivant dans une façon de penser le monde, c'est ce que dit Serge Tisseron sur le mystère de la chambre claire, hein, c'est que la photographie, elle nous aide à penser, mais l'art, il nous aide à penser aussi, quoi. Je pense que quand il y a quelque chose à dire, c'est vraiment ça, quoi. Accompagner la pensée, accompagner la réflexion, apprendre à voir. Hein, Rilke qui dit ça, la poésie. Alors, je ferai une remarque supplémentaire. En fait, si je suis allé vers cette conclusion, c'est parce que je pense qu'elle vaut pour toutes les formes d'art. Le gars qui écrit un roman derrière son bureau, à un moment donné, c'est comme l'artiste qui fait une photographie, qui peint ou qui sculpte dans son atelier. À un moment donné, il a besoin des moyens de production de la société pour exister. Le danseur, pareil. Le comédien, il a besoin d'une salle de spectacle, etc. On voit bien aujourd'hui dans quel marasme sont les acteurs du monde de la culture en général. Donc voilà, moi j'ai essayé de me dire, en fait, l'art contemporain, au départ, je croyais que c'était vraiment un paradigme qui me permettait de parler du marché et de parler de la finance, de parler de la spéculation. En fait, ce discours, il est de plus en plus éculé, quoi. Il faut aller un peu au-delà et essayer de penser l'art comme un reflet de ce qui se passe dans la société. Et l'histoire de l'excellence, elle était là pour ça aussi. Voilà, quoi. Quand l'excellence, elle passe par la religion, ben, voilà, on dépense son énergie dans le cadre de la religion. On fait construire des cathédrales. Et on se représente en bienfaiteur de la religion, au pied des saints, etc. Voilà. Alors, une question pratique. Comment avez-vous vécu le fait d'être derrière un écran plutôt que dans une salle avec une conférence? Oui, tu as pu manger en même temps. Bon. Ida, tu as pu être avec nous.
sans faire 200 bornes. Non, c'est pénible, hein, mais pour le coup, c'est pratique, quoi. Jean-Claude, qui avait une réflexion un peu particulière là-dessus. Je crois que c'est quand même très bien passé. Hein. Tes propos bien structurés, organisés, illustrés, etc. Enfin, personnellement, ça a été très fluide et passionnant. Oui, mais toi-même disais il y a encore quelques jours que passer par l'Internet posait un certain nombre de problèmes. Moi, j'aurais préféré être devant vous, hein, quand même. Non, mais bien sûr, bien sûr. Mais disons que c'est un pis-aller, mais qui fonctionne bien. Voilà. Ça a mieux fonctionné qu'hier, ça c'est sûr. Mais c'est vrai qu'on était deux, par exemple, pour faire ça. Claude, notre président, était aux manettes pour bloquer les micros, régler les inscriptions, vous laisser rentrer depuis la salle d'attente, etc. Celui qui est tout seul à faire ça, c'est un peu plus compliqué, à mon avis. Bon, oui. C'était bien, hein, ça a été très fluide, hein, et tout ça. Bon, après, c'est vrai que c'est mieux qu'on est toujours. Hein, oui. Oui, puis quand on est tous à la galerie, on peut boire un coup à la fin, ce qui n'est quand même pas désagréable. Ouais. Bon, on l'a vu pendant, c'est pas grave. Je vous propose de mettre fin à cette conférence, Merci. cette soirée. Conférence qui finit un premier cycle, le cycle, on va dire, d'automne de Lumière d'encre, et on repartira vers d'autres conférences à partir du mois de janvier, je pense. Voilà. Voilà, en janvier ou en février, on n'a pas encore déterminé. La notion de programmation est un peu difficile en ce moment et inconstante, donc c'est un peu pour des organismes comme nous, c'est pas toujours très simple. Merci à tous d'avoir participé et Merci beaucoup. à bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Merci, bonne soirée.